Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express, une émission spéciale Liban avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde. Hiam Yared, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous arrivez tout juste du Liban, vous êtes écrivaine, votre nouveau roman Implosion est publié aux éditions des Équateurs. Avec nous également Alexandre Najar. Vous n'étiez pas dans le même avion que Hiam, mais vous arrivez vous aussi tout juste de Beyrouth. Vous êtes écrivain, avocat. Votre dernier livre a pour titre Le syndrome de Beyrouth. Il est édité chez Plomb. Et puis avec nous également en direct de la capitale du Liban, Amine Zorkot, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous faites partie du groupe Taxi 404. Votre EP s'appelle 2 et on écoutera un extrait tout à l'heure de votre titre Soleil. On commence avec vous, Hiam Yared. 4 août 2020, une date sinistre, tristement entrée dans l'histoire du Liban. Explosion au port de Beyrouth et dévastatrice. La narratrice raconte. Où est-elle? Que fait-elle ce jour-là? La narratrice est en thérapie de couple, et se retrouve au moment de l'explosion, projetée à terre, à quatre pattes, elle, son mari et la thérapeute. Donc il n'y a plus personne debout, la thérapie non plus, et le pays non plus. Voilà. Donc en fait, ce livre, j'ai commencé à l'écrire avant. C'est l'histoire de la déliquescence d'un couple à l'intérieur d'une déliquescence nationale, politique, économique, et traversée évidemment par tout ce que nous connaissons du Covid et des mesures sanitaires qui ont été un vrai désastre dans l'organisation du quotidien et de l'intime. Donc comment est-ce qu'on fait en fait pour réinventer l'intime quand autour tout s'écroule? Et puis le 4 août est arrivé et en fait le 4 août a hijacké l'écriture de mon texte puisque je trouvais que voilà, c'était l'incarnation même visuelle, réelle de ce qui nous arrivait. Et donc j'ai redéplacé ce texte que j'écrivais en le plaçant là, au niveau de la symbolique. Hijacké en français, ça donne Détourner. Détourner Oui. l'écriture. Voilà. Vous savez, le dialecte libanais est le symbole de la langue inclusive. Donc nous acceptons tous les mots. Et d'ailleurs, c'est aussi le symbole de ce pays. Nous acceptons tous les voyageurs, C'est quand même un des pays qui accueille le plus de réfugiés sur une population de 4 millions. Nous avons 1,5 million de réfugiés. Et ce qui évidemment complique aussi encore plus la situation. Voilà. Et c'est le fameux au niveau de la langue, Aïkifak, ça va. Alors ce couple, il y a une métaphore si l'on peut dire. Elle, ce serait plutôt une centrale nucléaire et lui, une éolienne. Oui. Pourquoi cette comparaison? Et en fait, si vous voulez, les couples, quand ils se mettent ensemble, on dit toujours les contraires s'attirent. Ouais. Elle a une énergie débordante. Et lui, quelque part, c'est celui qui calme, qui est là. Donc ça fonctionnait jusqu'au moment, justement, où Covid débarque. Et donc, en fait, il y a une dysrythmie qui fait que les rythmes ne se retrouvent plus, qu'ils s'écartent au lieu de se compenser l'un l'autre. Et là, il y a un problème, qui se creuse, qui impacte aussi sur le désir, parce que finalement, Covid nous a obligé tout le monde à vivre les uns sur les autres. Et donc, cette femme se retrouve en panne de désir. Déjà, à cause de la situation. Vous savez, quand vous vivez dans un pays, comment, en fait, l'idée est partie de là, c'est comment désirer un pays si on ne désire plus exister dans sa propre peau, dans son propre foyer, parce que justement, la vie au quotidien est devenue très, très difficile. Étouffante. Et donc, pour moi, si vous voulez, la notion de désir aussi a été fragilisée par Covid, puisque le désir, c'est traverser d'un point A vers un point B pour aller retrouver l'autre sans être sûr de le trouver. Or, si le point A est sur le point B et qu'il n'y a plus de distance à parcourir, nous avons un déficit de désir qui s'installe. Et donc, voilà, je parle... Et c'est un roman qui nous apprend beaucoup de choses sur ce que vit actuellement le Liban. C'est une chronique, on peut dire, sur l'absurdité d'un monde, par exemple, avec des lollards. J'ai bien dit des lollards. Elle, comme Laetitia, c'est quoi des lollards? Alors, les lollards, c'est les dollars qui sont emprisonnés à la banque et donc ça devient des dollars libanais. Oui. À la base, c'était des vrais dollars, mais comme il y a eu ce contrôle des capitaux informels qui fait que les gens n'ont plus pu retirer leur argent qu'au compte-gouttes, ce dollar-là a été dévalué par rapport au dollar en fresh. On appelle ça le fresh dollar, le dollar frais, donc le dollar qui circule en espèces entre les mains. Donc il y a eu un décalage peu à peu qui s'est installé. Ça a commencé par du 10-15 en dévaluation, 30-40, qui a été suivi d'ailleurs par la dévaluation de la livre libanaise, en gros dévaluée 10 fois par rapport, ou 12 fois par rapport à sa valeur initiale il y a 1 an et demi. Et vous écrivez, je vais faire plus simple, imagine $2
tu as le Moisi, billet Monopoly, bloqué en banque. Et puis tu as le Fresh en libre circulation entre nos mains. Eh bien, le Fresh a un pouvoir d'achat équivalent sur la scène locale à n'importe quel dollar dépensé à l'étranger. Et le Moisi, eh bien, il est moisi. Tu saisis ou toujours pas, Alexandre Najjar. Ça, c'est une triste réalité aujourd'hui au Liban. La question économique, la question de pouvoir avoir des liquidités pour acheter du pain, pour acheter les produits de première nécessité. Certainement, la crise économique est terrible. Je pense qu'elle est sans précédent dans l'histoire du Liban contemporain. Aujourd'hui, aussi bien dans le pays, il y a une pénurie d'essence, de pain. L'électricité est coupée, pratiquement inexistante. Le mazout qu'on utilisait pour alimenter les générateurs qui parvenaient à assurer l'électricité aussi n'existe pas. Donc c'est vraiment une crise terrible. Et surtout aussi, comme vous l'avez dit, c'est que les dépôts des gens sont complètement bloqués dans les banques. Et donc c'est une crise qui a... Enfin, le Libanais a toujours été très résistant de nature, mais là, je crois que sa résistance a des limites parce que sur tous les fronts, il est en train d'être affecté, d'être la cible de ces rapaces qui nous gouvernent. Ouais, vous dites résistance, dans votre roman, il y a un autre mot qui revient, on va en parler tout à l'heure avec vous, c'est le mot résilience. Amin Zorkot, peut-être je me tourne vers vous. Cette situation, cet effondrement du Liban à plusieurs niveaux, et les Lollards, on imagine que ça pourrait vous inspirer une chanson. Écoutez, je pense que bien sûr, nous après, on est des artistes, et on s'inspire de ce qu'on vit. Donc bien évidemment, ça pourrait nous inspirer des choses. Étant donné que c'est pas des choses faciles et que généralement nos chansons racontent des choses pas faciles aussi, je pense que bien sûr, qui sait. Qui sait, voilà. On vous suivra bien sûr. On revient vers vous dans quelques instants. Hiyam Yared, dans votre roman, il y a aussi le mot cachifié, devenu un art de survivre et non pas un art de vivre, transformé en espèces liquides, les comptes en banque. L'actualité, Hiyam Yared, c'est vendredi, donc 10 septembre, la formation enfin d'un nouveau gouvernement libanais sous le Premier ministre Najib Mikati. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce nouveau gouvernement ? Ce nouveau gouvernement, j'ai envie de vous dire, après un an, on nous fait vivre un enfer, où les Libanais n'ont plus les moyens d'aller acheter les denrées de première nécessité. Vous savez, on accepterait le diable. Donc, finalement, la grande ironie, c'est que ceux qui prennent le relais sont ceux-là même qui étaient là avant, directement ou moins directement ou indirectement. On continue de faire avec eux parce qu'on ne peut pas faire sans eux. La grande tristesse du Liban, c'est que c'est un pays otage de ce cartel duquel il n'y a pas moyen de s'en sortir. Alors après, techniquement, bien sûr, il a fallu rester un an sans gouvernement pour faire accepter cette déliquescence, pour faire accepter ces conditions extrêmes de levée des subventions, qui fait qu'il y a, durant un an, cette levée de subventions qui n'a pas été officialisée, a ravivé un marché noir qui a fait sauter les prix. Oui, parce que c'est une condition sine qua non, Alexandre. Voilà, il faut former un un gouvernement pour que les bailleurs ça. Financiers internationaux reviennent au Liban. Tout à fait. En réalité, la plupart des bailleurs internationaux disaient nous ne pouvons pas traiter avec un gouvernement démissionnaire. Donc on attendait la formation de ce gouvernement qui, à mon avis, ne fera pas de miracle. Aujourd'hui, la crise est telle qu'il faut vraiment du temps. Et il y a les élections législatives qui vont avoir lieu dans quelques mois. Donc je pense que la durée de vie de ce gouvernement est déjà limitée. Je suis pas sûr aussi dans sa formation. Hélas, il y a eu un certain partage qui a été fait. Le gâteau a été partagé en différents parties. Et ce gouvernement n'est pas représentatif de toute la population libanaise. Aussi, on voit que on prend les mêmes et on recommence en quelque sorte. Et donc je ne pense pas qu'il puisse vraiment faire. Maintenant, ce qui est certain, c'est que à première vue, la réaction du marché a été positive parce qu'ils se sont dit, au moins, il y a à bord de ce navire qui coule, il y a un capitaine, c'est déjà ça. Mais à mon avis, ce capitaine n'ira pas très loin en l'état actuel des choses. Il faut beaucoup plus que cela
pour sortir le Liban du bourbier où il se trouve. Et ça n'empêche pas les artistes de continuer à nous faire quelque peu rêver. Amin Zorkot, vous formez un trio avec Andy Rustom à la voix et à la compo, ainsi que Hana Yazbek à la batterie et aux percussions. Vous venez d'enchaîner les concerts Beyrouth, Dar el Kamar, mais aussi le festival de Baalbek. On pourrait dire que c'est une prouesse au vu de ce qu'on vient d'entendre, sans parler bien entendu de la pandémie. D'abord, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver votre public ? Alors, bien sûr, c'est pour ces moments qu'on vit. Hein, nous. Pour nous, le studio, c'est du travail et la finalité, c'est la scène. Donc, bien sûr, ça nous a fait énormément plaisir. Ça faisait vraiment très, très longtemps qu'on n'était pas monté sur scène. On n'avait pas non plus pu fêter sur scène notre premier projet qu'on avait sorti le 1er mai dernier. Du coup, on a pu fêter nos 2 projets. Et là, on voit les images de ce jour magnifique pour nous. Eh bien, on va écouter sans plus attendre, cher Amin Zorkot, justement, un extrait de votre clip Soleil, et on vous retrouve juste après. Mais là, la lumière me tend l'horizon. Et là, le soleil se lève dans ma maison. Par là, la vie s'est dessinée nettement. Fallait juste plus de soleil dans ma maison. La nuit tombe, éclaire la terre. Sous un toit que des mammifères. Les sceptiques, tout ça m'indiffère. Je laisse mes douleurs à l'hiver. La nuit tombe, éclaire la terre. Sous un toit que des mammifères. Les sceptiques, tout ça m'indiffère. Je laisse mes douleurs à l'hiver. La routine. Amin Zorkot à Beyrouth, je peux vous dire qu'à TV5 Monde, vous vous êtes fait des nouveaux fans avec ce clip Soleil. D'abord, au Liban, on chante en général en arabe ou en anglais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, on ne va pas s'en plaindre, le français ? Alors, le français, c'est notre première langue, Andy et moi, étant donné qu'on a grandi en Côte d'Ivoire. Donc, c'était évident pour nous de chanter en français. Je pense vraiment pas que les gens veulent nous entendre chanter en anglais ou en arabe. Donc, oui. Alexandre Najar, chanter en français au Liban, c'est vrai que c'est pas monnaie courante, mais on le voit quand même. Non, mais le français, d'ailleurs, est omniprésent dans tous les arts, aussi bien au cinéma qu'en littérature. La langue française se porte encore très bien, mais je me réjouis de voir que ce groupe... Alors, je n'ai pas fui, je me suis sauvé. Ce sont les premiers mots du personnage de votre roman, Le syndrome de Beyrouth. Ce personnage, c'est Amira Mitir. Qui est cette femme, au juste, Alexandre Najar ? C'est une femme, quand elle était jeune, elle a connu la guerre. Elle s'est même engagée dans les milices de l'époque parce qu'elle croyait en une cause et elle pensait que c'était une façon de se battre pour la survie du Liban. Et elle est blessée au cours d'une bataille et son père lui ordonne de quitter, de partir. Et elle se retrouve donc à Paris, où elle travaille à l'AFP. Et à l'occasion d'une rencontre avec un grand journaliste qui était Rassan Toueni, le patron du quotidien An-Nahar, elle décide de rentrer au Liban, de revenir dans la capitale libanaise où elle est née. Et là, elle va être recrutée donc, par ce quotidien comme journaliste. Et elle va accompagner ces 20 ans, donc de 2000 à 2020-21, elle va accompagner tous les événements majeurs qui ont jalonné cette... Comme Hiyam Yared, survient ce fameux 4 août 2020, l'explosion du port de Beyrouth. Et là, elle va reprendre le chemin de la France. Elle est confinée dans un hôtel à Saint-Malo, dans l'ouest de la France. Alors, on connaissait le syndrome de Stockholm, le syndrome de Florence, connu beaucoup plus sous le nom de Stendhal. C'est quoi le syndrome de Beyrouth ? Le syndrome de Beyrouth, c'est la résilience, c'est-à-dire quand le Libanais sait que cette classe dirigeante est en train de lui faire du mal, qu'elle est en train de détruire le pays,
et qu'ils votent de nouveau pour ces gens-là. C'est aussi cette faculté que nous avons d'accepter toujours ce qui se passe, on est un peu anesthésié par ce qui se passe. Et en même temps, on se dit, ouais, nous allons rebâtir demain ce qui a été détruit hier. Mais malheureusement, cela nuit au sentiment de révolte, qui est le sentiment normal qui devrait être le nôtre. Et on sent que finalement, ce sentiment de résilience est en train de nous tuer à petit feu. De légitimer au fond peut-être cet état permanent de souffrance. Un extrait, notre résilience est notre meilleur ennemi, m'a écrit Alfred. Elle est prétexte à nous faire avaler toutes les couleuvres. Je ne suis pas résiliente, je n'en ai pas la force ni la volonté, m'a confié ma mère dans son dernier message. La question, Alexandre Najjar, qu'on vous pose d'ailleurs à vous et peut-être à Hiyam Yarad, pourquoi tous les deux vous avez choisi de rester au Liban? Moi, je me dis, dans un de mes livres, je me dis, si on est né dans un pays, ce n'est pas un hasard. Moi, je pense que notre rôle aussi, c'est, dans ce pays-là, de continuer de nous battre pour que ce pays survive. Aujourd'hui, mais pas accepter notre sort, mais nous battre pour changer les choses. C'est un pays magnifique, c'est un pays qui a beaucoup d'atouts, c'est un pays que nous aimons. Moi, j'ai écrit un dictionnaire amoureux du Liban parce que je crois en ce pays et je n'accepte pas cette fatalité. Et nous devons nous battre malgré tout. Nous avons survécu à 15 ans de guerre, nous allons nous battre. Et ce sentiment de révolte qu'on veut tuer en nous, je veux qu'il continue. Je veux que notre peuple se batte, continue de se battre. Ce n'est pas une fatalité, nous pouvons encore sauver ce pays. Hiyam Yarad, même question. Pourquoi restez-vous? Parce que je n'arrive pas à partir, mais pas pour les mêmes raisons qu'Alexandre. Je crois que oui, on ne naît pas dans un pays par hasard, mais à un moment donné, on peut décider de changer de destin aussi, parce que vivre, il faut quand même savoir que il y a beaucoup de gens qui partent, je les comprends. Vivre dans un tel état d'humiliation, sans avoir aucune prise de main sur sa vie. Et vous, sans aller dans l'intime, qu'est-ce qui vous accroche à cette terre? Je pense que j'ai quelque part le devoir d'y rester. Le devoir d'y rester, même si j'en paye le prix. Mais ce prix est élevé. Et c'est pour ça que je suis autant en empathie avec les gens et en admiration devant les gens qui restent, et dans une compréhension totale avec ceux qui partent. Et le Liban, justement, et la Méditerranée maintenant. Les premiers navigateurs à avoir fait le tour de cette Méditerranée sont partis des côtes de votre pays, le Liban, les Phéniciens. La Méditerranée, justement, à l'honneur cette semaine. Mare Nostrum, c'est l'œil de Slimane. Mare Nostrum, notre mer, c'est le nom affectueux que les Romains ont choisi pour appeler la Méditerranée. Ce lac intérieur, ce patio marin sur lequel l'Europe, l'Asie et l'Afrique ont pignon. D'où son nom donc de Méditerranée, la mer au milieu des terres. En latin, cela va de soi. L'Empire romain ayant été le seul et unique à avoir totalement unifié sous un seul sceptre ce bassin qui a vu jaillir l'alphabet et la Bible, les pyramides et l'acropole, Jésus et Aristote, Carthage et Rome. Par son climat doux et son littoral si avenant, Mare Nostrum a vu se lever l'aube de notre civilisation. La chute de l'Empire romain et l'extension du califat arabo-islamique au 7e siècle sur un ample pan du littoral méditerranéen ont alors divisé Mare Nostrum en deux rivages, à la fois intimes et rivaux. L'idée d'une Méditerranée unique et unificatrice a pris son envol au milieu du 19e siècle, et d'abord en France, sous la houlette du Second Empire qui a voulu en faire un lac français. Gabriel Audizio, l'écrivain marseillais qui a vécu à Alger où il a connu Albert Camus, fut le chantre d'un esprit méditerranéen commun, synthèse ensoleillée de tous les peuples, les mythes, les religions et les idiomes qui ont fleuri sur son incomparable rivage. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Benito Mussolini a repris le nom de Mare Nostrum pour désigner la Méditerranée qu'il voulait transformer en bassin italien fasciste au sein d'un néo-empire romain. Tombé en désuétude, l'expression Mare Nostrum a été remise au jour par l'État italien,
suite au naufrage de 400 migrants l'automne 2013 au large de l'île Lampedusa, en baptisant Mare Nostrum une immense opération navale de sauvetage. Mare Nostrum, la Méditerranée. Amine Zorko, je reviens vers vous à Beyrouth. On la voit dans votre clip tout à l'heure, puisqu'il est aussi forcément question de soleil. Elle apparaît, cette Méditerranée. Vous avez grandi, vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, en un mot, cette Méditerranée? Alors, en un mot... elle est belle, elle est attirante. C'est toute mon enfance, c'est toute la famille, c'est les racines. des souvenirs, c'est ma terre, quoi. C'est ma terre. La Méditerranée, c'est ma terre, c'est pas mal quand on vient d'entendre que c'était la mer entre les terres, Méditerranée. Peut-être, Alexandre Najar, une réaction à cette Mare Nostrum, parce qu'elle a à la fois, c'est-à-dire, ça fait un peu cliché de dire le chant de tous les possibles, mais... un espace de culture, mais aussi un espace de conflits terribles. Il ne faut pas oublier tous les conflits qui se sont produits et qui se produisent toujours. Moi, ce que j'aime dans cette Méditerranée, c'est que je sens concrètement les dénominateurs communs, les choses que nous avons en commun, en partage. Quand je rencontre un Tunisien, par exemple, je sens que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous pouvons... récemment, il y a eu un colloque en Tunisie où des Libanais ont participé. On a senti qu'on avait vraiment énormément de choses à se dire. Un Libanais avec un Grec, un Italien, un Espagnol, un Tunisien, un Marocain, un Algérien. Nous avons vraiment beaucoup de choses à nous dire. Et je crois que, aussi bien dans la musique, dans les mœurs, dans la littérature, dans tout notre imaginaire, tout cela est concret. Et lorsqu'on a voulu parler, il y a eu un projet qui s'appelait l'Union pour la Méditerranée. Moi, j'étais très enthousiaste pour ce projet parce que je pense qu'il correspondait à quelque chose de vraiment qui n'était pas utopique. C'était pas une vue de l'esprit. C'est vraiment quelque chose que nous sentons quand nous nous rendons dans ces pays-là. Nous sentons qu'il y a une parenté, il y a des affinités extraordinaires. Vous partagez? Mais oui, je partage. Je pense que cette Méditerranée, j'aime bien l'idée que c'est une terre. Et puis c'est ce terreau-là de tous les métissages, en fait, de la migration aussi. Donc c'est un peu le berceau de l'humanité, mais aussi de tous ces mots, M-A-U-X, sachant qu'aujourd'hui c'est le berceau des mots contemporains, qui sont le rapport de tous ces migrants à l'asile. Il faut rappeler qu'ils fuient des conflits qu'ils n'ont pas choisis, qu'ils sont accueillis dans des conditions extrêmes, difficiles, voire toujours humiliantes. Donc voilà, cette Méditerranée est porteuse d'énormément de choses. D'espoir, mais aussi donc de souffrance. Voilà. C'est la Méditerranée. Et on va maintenant passer à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence atmosphère. Alors Alexandre Najar, on est un peu pris par le temps, il va falloir faire court. Le pianiste Nicolas Chevreau qui joue des morceaux inspirés de vos propres poèmes, Variations amoureuses. C'est beau, disponible aussi d'ailleurs en livre. C'est des bilingues français, anglais avec partition. Comment est née cette rencontre ? À l'occasion d'une lecture de mes textes par Stanley Weber, le comédien Stanley Weber, Nicolas Chevreau avait accompagné donc cet artiste par des morceaux de musique et nous avions décidé, lui-même avait proposé de composer des musiques pour accompagner des poèmes que j'avais écrits et nous avons fait un premier essai qui s'appelait 6 poèmes d'amour et ça c'est le second. Je trouve que c'est très beau ce mariage entre musique, entre les mots et la voix aussi des cantatrices. La musique pour vous aussi, Hiam Yared, le titre Aoud, je retournerai, du violoncelliste Yo-Yo Ma avec le groupe Mashro Leila et le rappeur Narcy. Pourquoi ce choix ? Je suis très sensible à la démarche de Yo-Yo Ma par rapport à son rapport à l'art, qu'il utilise comme un outil du lien. Il invite toujours des artistes très divers, d'origines diverses et variées, qui n'ont rien à voir avec la sienne. Et en fait, pour moi, c'est le symbole du lien, en tout cas, tel que l'art et n'importe quel art qu'on choisit de traiter devrait être porteur. Donc c'est ce lien, pour moi. Je trouve que c'est ce lien qui nous manque, c'est ce lien qui nous sauve entre nous, tant au niveau national qu'entre au niveau du monde, dans ce monde global vers lequel nous sommes en train de nous diriger. Voilà.
quand l'art... Quand l'art, voilà. l'art justement qui nous donne cet espoir. Amin Zorkot, qu'est-ce que vous aimez dans cette chanson que je vais citer, Teach Me How to Fly, du musicien malgache Andrazaf qui a grandi en Côte d'Ivoire, tout comme vous, et qui vit aujourd'hui à Montréal? Oui, Andy Razafi, alors sans vouloir vraiment intellectualiser, cette musique, c'est vraiment une musique qui touche l'âme. C'est une musique qui me parle de par ses sonorités, de par ses influences. Et voilà, je vous invite à découvrir cet artiste incroyable. Et on n'y manquera pas. Merci à vous. Merci beaucoup Amin Zorkot d'avoir été avec nous. On sait que les liaisons sont compliquées en ce moment avec le Liban. En tous les cas, c'était parfait puisqu'on a réussi à vous entendre, à écouter votre morceau Soleil. On a l'occasion de vous revoir. Merci beaucoup Hiam Yared et merci Alexandre Najar. On vous souhaite le meilleur, bien entendu, et le meilleur pour le Liban dans les semaines, les mois qui viennent. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine sur TV5 Monde avec grand plaisir.